Et à tous. Donc aujourd'hui, là, en complément à ce qui a été présenté tout à l'heure par Frédéric, on va poursuivre sur les incidences physiologiques de la plongée au trimix et en particulier des aspects complémentaires à ceux qui n'ont pas été traités. Donc on a traité avec Frédéric tout à l'heure la mécanique ventilatoire, tout ce qui concerne la distorsion vocale et l'hélium et en particulier ce qui est lié à la décompression s'agissant de l'hélium. Ce soir, maintenant, on va traiter ensemble 4 autres points. 1, le phénomène de diurèse. 2, l'oxygène. 3, l'azote. Et en dernier point, le gaz carbonique. D'accord ? Alors, le premier point, on commence par la diurèse. Donc, c'est quelque chose qui est connu pour tous, mais c'est quand même important qu'on reprécise certains points. Vous savez qu'un certain nombre de plongées de très longue durée en respirant des gaz froids dans des eaux qui sont pas toujours très chaudes, surtout en particulier chez nous en Bretagne. D'accord ? Donc on a une augmentation très significative de la diurèse. Ceux qui ont pu faire quelques constats mettent en évidence des productions d'urine jusqu'à 350 ml par heure. Donc c'est quand même cela assez important il faut le considérer. D'accord ? Plutôt que de parler de diurèse, certains appellent ça également le P-phénomène pour le phénomène pipi. Retenez ça dans un coin de votre mémoire. Donc les principaux facteurs de cette diurèse, quels sont-ils ? Tout d'abord, bien sûr, le froid. Donc là, je fais appel à vos connaissances en tant que plongeur niveau 3, qui produit une vasoconstriction sanguine, qui renvoie bien évidemment le sang de toute la partie périphérie vers le centre du corps, d'accord, pour protéger les fonctions vitales. Donc il se traduit bien évidemment par une hémoconcentration sanguine significative. Le deuxième point que l'on connaît relativement bien également, c'est le phénomène d'apesanteur qui inverse la stagnation du sang. Donc quand on est sur Terre, il y a le sang, il est plutôt dans les parties basses, au niveau de l'abdomen et les jambes, également au niveau des bras, qui inverse la stagnation du sang dans les jambes et le fait migrer vers également le centre du corps, donc en complément au phénomène de vasoconstriction sanguine. Alors en fait, s'agissant de la diurèse, on a, comme dans beaucoup de fonctions de l'organisme, à la fois un système modérateur et un système accélérateur. Donc on a l'hormone antidiurétique qui, elle, qui a pour objet de bloquer la production d'urine. Donc l'immersion bloque cette sécrétion de l'ADH qui régule le volume hydrique du corps. Ça, c'est le premier point qu'il faut savoir. Le deuxième point, c'est qu'on a un facteur niarutique auriculaire. Donc c'est qu'en fait, on a significativement une augmentation de la pression sanguine au niveau du cœur. Et on a en particulier des capteurs au niveau des oreillettes qui sécrètent une hormone qu'on appelle l'ANP et qui elle, régule la partie diurèse en éliminant de l'eau dans le plasma. D'accord ? Donc vous voyez, au travers de ces 3 points, le froid d'une part, les conditions de notre plongée par l'effet de l'apesanteur, et 2, par la mécanique de régulation de notre corps, font que significativement on augmente la diurèse lors de nos plongées, et de manière d'autant plus importante qu'on va faire des plongées longues, ce qu'on va faire avec du trimix. Alors il y a quelques autres facteurs supplémentaires qu'on va détailler maintenant. Donc les premiers facteurs qui, eux, augmentent la diurèse, donc il y a le stress, bien évidemment, c'est comme sur la terre ferme, si je puis dire. L'âge, on sait que au fur et à mesure, on a des problèmes s'agissant de la retenue possible. Les plongées à saturation, donc des plongées qui sont très très longues. Et de façon plus mineure, on a d'autres facteurs qui sont la densité du fluide, la respiration en dépression et la situation de plongée de jour. Des facteurs qui, eux, diminuent la diurèse. Donc le premier point, c'est la déshydratation, mais c'est extrêmement dangereux, tout le monde se le rappelle bien, donc à ne pas exploiter, bien évidemment, puisque ça intervient fondamentalement sur la décompression. Et les exercices physiques que l'on peut pratiquer, et c'est aussi, il faut faire attention à les faire de manière limitée, puisqu'ils ont d'autres impacts par ailleurs. De façon plus mineure, comme tout à l'heure, la plongée de nuit diminue le phénomène de diurèse. Voilà. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut aller plonger la nuit
pour éviter de passer à côté de le phénomène de diurèse. Donc, j'en viens au point important qu'il faut retenir s'agissant de la diurèse, c'est qu'il ne faut pas retenir excessivement son urine. D'accord ? On peut avoir un reflux rénal qui peut être dangereux. D'accord ? Comme dont on vient de le voir hein, dans les deux précédents slides, hein, en fait, il ne faut pas lutter contre la diurèse. D'accord ? Donc, le point important, c'est de ne pas retenir excessivement son urine. Hein, ça, tout le monde le sait. Premier point, on peut avoir un reflux rénal qui peut se traduire par des risques d'infection. Donc, c'est autant accepter la situation d'une combinaison mouillée. Pardon. Le deuxième point, c'est que la compression peut être préjudiciable à la décompression. D'accord ? Deuxième point que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de rencontrer, uriner, ça peut être difficile et douloureux quand on est en phase d'hypothermie. Donc quand on commence à se refroidir, on se rend compte que des fois c'est extrêmement difficile d'uriner et ça peut vraiment être douloureux. Donc ceux qui l'ont pratiqué s'en souviennent. Donc il vaut mieux accepter une situation de combinaison mouillée. Point suivant, c'est que une combinaison qui est même sèche, hein, puisque pour les qualifications plongeur hypoxique, il faut avoir les qualifications vêtements secs, hein, compte tenu des durées de plongée qu'on va faire. La combinaison sèche n'est pas le seul élément qui va vous permettre d'éviter le froid, et qu'au bout d'un certain temps, de toute façon, vous allez vous retrouver en situation de froid. D'accord ? Donc la combinaison sèche n'est pas l'élément qui vous permettra d'échapper à la diurèse significative au cours de vos plongées. Donc ce qu'il faut prévoir, c'est un équipement type purge pipi ou une couche pour les adultes et des sous-vêtements hydrofuges, c'est-à-dire des sous-vêtements qui ne retiennent pas la transpiration, qui ne retiennent pas l'humidité et qui sont capables de sécher extrêmement rapidement. Donc les gens qui font la spéléo en sont équipés, pas que souterraines du reste. Alors voilà pour le chapitre sur la diurèse. On va passer maintenant à la physiologie de l'O2. Donc il y a un ensemble de points que vous connaissez déjà, hein, mais qu'on va rappeler, puisque vous avez vos qualifications de plongeur nitrox. Alors, premier point, c'est de rappeler sur les notions de base, s'agissant de l'oxygène. Donc, la première situation, c'est la situation de norme oxy, pour être très précis sur les termes, où finalement, on parle d'une pression partielle de 0,21 bar, qui est la situation normale du corps, de l'organisme, quand on respire dans l'air ambiant. D'accord ? Donc ça, c'est situation norme oxy, situation normale. Deuxième point, qui est le point le plus critique, c'est la situation sans oxygène au niveau des cellules. On peut être en situation d'anoxie parce qu'on ne respire pas un mélange qui a de l'oxygène, bien évidemment, mais on peut être en situation d'anoxie également parce qu'on peut avoir au niveau sanguin, puisqu'on parle de cellules, des blocages bullaires qui font que, en cas d'accident de décompression, qui ferait que certaines cellules ne seraient pas alimentées en oxygène. La situation d'hypoxie par rapport à la norme oxy, donc c'est une diminution de l'apport d'oxygène au niveau du sang artériel et au niveau des cellules. Donc elle est tolérée par l'organisme jusqu'à une limite de 0,16 bar. C'est les limites qui sont fixées et qui sont constatées par les physiologistes. L'hyperoxie de la même manière est tolérée. Donc ça c'est une augmentation par rapport à la situation de norme oxy, et qu'elle devient dangereuse au-delà de 1,16 bar. Donc les limites s'agissant de la situation normale que l'on a, donc d'une pression partielle de 0,21 bar, 0,16 bar pour la limite inférieure, 1,6 bar pour la limite supérieure. Alors, le fait qu'on respire de l'oxygène en situation hyperoxique nécessite de contrôler un certain nombre de paramètres. D'accord ? Donc deux effets qu'on va traiter, l'effet Polbert et l'effet Lorentz-Smith. On va commencer par l'effet Polbert, hein, donc, avec les crises hyperoxiques. Donc, le premier point qu'il faut contrôler, c'est limiter la durée d'exposition à des pressions partielles d'oxygène importantes. Donc, il a été proposé un système par le NOAA de table qui permet un pourcentage de toxicité du système nerveux central. Donc en fait, si on revient à la table qui est présente à l'écran, donc on voit ici que par exemple, si on respire de l'air à 1,3 bar, d'accord,
on est capable de supporter une exposition maximale au cours d'une plongée pendant 180 minutes. D'accord? Donc Et si on fait 2 plongées par jour, le maximum, c'est 210 minutes. D'accord? Donc si aujourd'hui, par exemple, on ferait une plongée de 90 minutes à 1,3 bar de pression partielle, d'accord, on a notre compteur SNC qui sera de 50% en application de la formule. Ok. On voit par ailleurs que quand on vient toucher les limites donc, de respiration de l'oxygène pur, on est capable de rester 45 minutes maximum avec de l'oxygène pur. Donc ça, ce sera des éléments qu'il faudra considérer s'agissant de la décompression. Le deuxième point dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la toxicité pulmonaire avec sur l'effet Lorentz-Smith. Donc là, la deuxième unité qui a été mise en place permettant de contrôler cette toxicité pulmonaire, c'est les UTPD. D'accord ? Unique Pulmonary Toxicity Dose. D'accord ? À quoi ça correspond? Donc une UTPD, c'est 100% d'oxygène pendant 1 minute à 1 bar de pression. D'accord? Donc qu'est-ce que l'on a aujourd'hui en fonction de la PPO2 que l'on respire? D'accord? Donc par exemple, si je reprends l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, on était à 1,3. D'accord? On a un coefficient multiplicateur de 1,48. D'accord? Et si on fait une plongée de 90 minutes, on va dire à peu près 1,5. Donc ça veut dire qu'on va avoir environ un compteur qui va faire 130 UTPD. D'accord? S'agissant donc de la toxicité pulmonaire. Les physiologistes nous invitent à ne pas dépasser la limite maximale de 625 UTPD, d'accord, par jour. Ok? Donc aujourd'hui, vous voyez, par rapport à l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, finalement, on est beaucoup plus exposé s'agissant de la toxicité SNC que de la toxicité pulmonaire. Et on le sait très bien, ce sont c'est un élément qui intervient plutôt sur des plongées très très longues et plongées à saturation. Dernière unité que vous pourrez trouver dans la littérature, ce sont les OTU. C'est en fait une démarche qui a été faite par Dr Bill Hamilton, qui a voulu essayer, au travers de cette unité, d'unifier les deux phénomènes, l'effet Polbert et l'effet Lorentz-Smith, sous la forme de cette nouvelle unité, donc qui s'appelle les OTU, Oxygène pour Oxygen Toxic Unity. D'accord ? Donc à la base, on retrouve le même principe que pour les UTPD, avec une OTU qui est égale à une UTPD, donc où on peut avoir, qui correspond à 1 minute d'exposition à 1 bar d'oxygène. Donc s'agissant de cette nouvelle unité, on a des doses maximales d'OTU par jour. Donc vous voyez tout à l'heure, je vous parlais de 625 UTPD maximal par jour. Lui propose un schéma à 850 OTU par jour. Et vous avez, par contre, ce qui est intéressant dans cette nouvelle démarche, c'est que vous avez la prise en compte de plongée sur une semaine de plongée, avec, vous voyez, des doses quand même qui diminuent significativement au fil des jours. D'accord ? Ici, vous avez, sur l'autre côté de l'écran, vous avez une table qui présente, en fait, en fonction de la pression partielle du mélange respiré, le nombre d'OTU qui est à prendre en compte par minute d'exposition. Donc c'est le même type de schéma qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc ce qui est intéressant dans je reviens sur ce point important, les OTU amènent la prise en compte de plongée, de nombreuses plongées sur des périodes de plusieurs jours d'affilée de plongée. Ce sont des éléments qui sont quand même importants. On voit bien qu'au niveau du 10e jour, on a quand même dégradé quasiment de 2,5 la quantité maximale d'OTU qu'on pouvait accepter. Alors, ça c'est les points qu'on a pu déjà voir au cours de la formation Nitrox. Quelques points complémentaires.
s'agissant de la physiologie de l'O2. On va parler d'abord de la sensibilité à l'oxygène. Alors ici, vous avez une présentation graphique qui vous présente en fait d'un côté la pression partielle d'oxygène en barre et la durée d'exposition. Donc la limite qu'on connaît, c'est la limite hyperoxique, 1,6 bar. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on se retrouve dans les situations de respiration de mélange hors de la limite maximale? On sait que déjà, les militaires le font ponctuellement. On verra de quelle manière il faut y faire attention. Deux, en traitement médical, on peut être amené à dépasser, en traitement hyperbar, on peut être amené à dépasser cette limite. Donc on voit que ce qu'il faut bien considérer, c'est que les individus sont capables d'accepter une PPO2 supérieure à 1,6 bar, mais cela doit rester vrai que sur une courte durée. Voilà, donc quelqu'un qui est en tout cas de plongée, qui a une sensibilité moyenne, parce qu'il est en bonne condition physique, sera capable d'accepter du 3 bar de pression partielle d'O2 ponctuellement. Si le même plongeur est fatigué, la situation 2, le graphique 2, on verra qu'il ne pourra que supporter de l'ordre de 2,2 bar. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Plongeur fatigué, stressé, dégradation significative de la tolérance du plongeur. Donc ce qu'il ne faut pas oublier fondamentalement, c'est qu'on fait de la plongée sportive. Il faut qu'en aucun cas on se compare à des plongeurs type militaire. Et que, deuxième point important, c'est qu'on n'est pas en train de faire un traitement médical quand on fait de la plongée. Donc on doit impérativement respecter les limites qui sont fixées. Deuxième point sur la sensibilité de l'oxygène pur, il s'agit toujours d'éléments d'étude. Et le graphe qui est présenté ici met en évidence, alors on va d'abord le commenter, on a ici la profondeur d'immersion. On respire de l'oxygène pur, d'accord? Donc là, vous avez ici, on est à 20 pieds de profondeur, donc c'est nos 6 mètres. Donc l'oxygène pur, ça fait 1,6 bar de pression partielle d'oxygène, d'accord? Je vous décline d'abord le profil de la plongée. On va faire un petit pic, un petit passage de une quinzaine de minutes à 40 pieds, donc soit à 12 mètres. Et puis on va revenir à la situation normale et au bout de 240 minutes, on va sortir de l'eau. La deuxième courbe qu'on voit apparaître fait apparaître le pourcentage de risque finalement de se retrouver en situation de crise hyperoxique. On voit qu'au fil de la plongée, et ce qui est tout à fait normal du reste, par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment, le taux de risque qui part de 0, quand on commence à inhaler de l'oxygène pur, donc à une pression de 1,6 bar, il monte progressivement. Au moment où on va passer à une exposition double, d'accord? Donc double, ça va faire combien? Oui, enfin c'est pas tout à fait 3,2. De profondeur double. Donc on va augmenter la pression partielle d'oxygène. D'accord? Ok. On va voir que tout de suite, le pourcentage de risque va augmenter tout de suite, comme un échelon. Donc sur la base d'un échelon, on va augmenter le pourcentage de risque pour atteindre de l'ordre de 4% de niveau de risque. Quand on va remonter à la profondeur normale d'utilisation de l'oxygène pur, on voit que le niveau de risque, il se maintient. Et il continue à monter, ce qui est normal. Plus on reste longtemps avec de l'oxygène pur, plus on augmente le niveau de risque que l'on peut avoir de toxicité de l'oxygène pur. Et on voit qu'en fait, ça ne redescend pas. Donc c'est quand même un point important. Et que pour que ce niveau de risque redescende, il faut revenir à la surface et y rester un certain temps. D'accord? Donc il faut surtout ne pas croire que si on fait un petit passage ponctuel à une pression partielle d'oxygène supérieure à la situation maximale, qui est fixée de 1,6 bar, on augmente le risque et on l'augmente tout au cours de la plongée. D'accord? Donc c'est ce que je vous disais encore tout à l'heure, de la même manière, c'est pareil, on fait de la plongée sportive, on n'est pas là pour s'exposer à ce type de situation.
Ça, ce sont donc pour les effets Paul-Bert dont on a pu parler tout à l'heure, avec la crise hyperoxique. J'en reviens maintenant sur le dernier point qui concerne la toxicité pulmonaire. Donc il s'agit toujours d'études. Alors, vous avez un ABAC qui vous présente ici la limite hyperoxique neurotoxique. D'accord ? Donc voilà, on retrouve les 1,6 bar de ppO2. En bas, on a, donc là sur l'échelle verticale, les abscisses, on a la pression partielle d'oxygène. Sur l'échelle du bas, on a la durée d'exposition. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate ? On le sait que dès qu'on dépasse les 0,5 bar de pression partielle d'oxygène, donc par rapport à la situation de norme oxy, donc c'est 0,21, dès qu'elle est supérieure à 0,5, on a des irritations pulmonaires avec une altération du surfactant. D'accord ? Donc on voit qu'en fait, quand on fait des longues expositions, on a finalement une dégradation significative de la capacité vitale. Donc il y a une influence directe sur la partie ventilation. Donc vous voyez ici, vous avez la dégradation de 2% de la capacité vitale. Et que vous voyez de quelle manière on passe pour des expositions soit plus longues, soit à des pressions supérieures, de quelle manière on dégrade la capacité pulmonaire. D'accord ? Alors ce qu'il faut quand même considérer, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un point important, c'est qu'en plongée sportive, on n'est pas dans ces situations-là. On n'est pas dans ces situations-là. Et donc, on n'a pas de problème. On ne devrait pas avoir de problème s'agissant de la toxicité pulmonaire. Voilà pour ce premier chapitre sur, après la diurèse, sur l'oxygène. On va passer sur l'azote. Problématique de l'azote, donc elle est aussi bien connue. Le phénomène de narcose qui est directement lié à la pression partielle d'azote que l'on respire. D'accord ? Donc on sait que on a des troubles du comportement, que ça dépend bien évidemment de la tolérance et de l'accoutumance des uns au fur et à mesure que l'on peut plonger en cours d'une saison, et ça ira en s'améliorant plus on plongera régulièrement et progressivement en profondeur. Donc ça c'est le premier point, phénomène de narcose. Le deuxième point, c'est que s'agissant de l'azote, et on l'a vu tout à l'heure sur le cours sur les gaz, on a on a un gaz qui est extrêmement dense et donc qui nécessite un effort ventilatoire important à comparer de celui de l'hélium. Donc la densité de ce mélange à profondeur importante va favoriser significativement l'essoufflement. L'objectif pour les plongées profondes, c'est quoi ? C'est finalement le plus possible de remplacer de l'azote par l'hélium. D'accord ? Puisqu'on sait, on a vu tous les avantages de l'hélium, s'agissant en tout cas du problème de la densité du mélange. En pratique, on va aussi prendre en compte le phénomène de narcose en se fixant un niveau de narcose acceptable. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on introduit ici la notion de profondeur équivalent narcotique, qu'on appelle la PEN en français. Les Anglais disent END pour équivalent de narcotique DF. Alors c'est la profondeur à laquelle, à l'air, on aurait la même situation de narcose. D'accord ? Donc finalement, la même situation de pression partielle. La limite qui est conseillée est de 5,6 bar. D'accord ? C'est une limite qui ne figure pas explicitement sur les textes réglementaires. 5,6 bar, c'est quoi ? Finalement, c'est nos 80% d'azote que l'on a dans l'air à la profondeur limite d'utilisation de 60 mètres, donc à une pression absolue de 7 bars. Alors on va faire quelques petits exercices pour mettre ça en pratique, parce que c'est un point important, qui vous servira notamment à définir, à planifier votre plongée. Quel type de mélange je vais prendre pour quelle plongée. Donc là, par exemple, on va étudier le pourcentage d'azote pour une plongée à 50 mètres qu'il faut avoir, le pourcentage maximal d'azote qu'il faut avoir dans le mélange fond, pour avoir un équivalent narcotique d'une plongée à 30 mètres. Alors on commence simplement par des calculs de l'application de la loi Dalton, donc des calculs de pression partielle.
à 30 mètres, on a une pression absolue de 4 bars, multipliée par le pourcentage d'azote qu'on a dans l'air, ça nous donne une pression partielle de 3,16 bars d'azote. Quel serait donc finalement le mélange, la composition du pourcentage d'azote qu'on devrait avoir dans notre mélange fond pour avoir le même équivalent narcotique pour une plongée à 50 mètres? À 50 mètres, nous avons 6 bars de pression. Et l'inconnu que l'on recherche, c'est le fameux X, qui est le pourcentage d'azote du mélange pour avoir la même pression partielle d'azote. Donc 6 bars multiplié par X égale 3,16. Donc ce qui nous fait que le pourcentage d'azote qu'il nous faudra dans le mélange, ce sera 3,16 divisé par 6, et ça nous fait 53, 0,53. Donc finalement, on plonge avec un mélange qui a 53% d'azote au lieu d'avoir 0,79% d'azote, d'accord, dans le mélange fond, et on sera en même situation vis-à-vis de la narcose, même équivalent narcotique, une plongée à 30 mètres. Deuxième exercice, on reprend la même situation de profondeur équivalent narcotique et on le décline sur une plongée non pas à 50 mètres, mais une plongée à 70 mètres. Donc en reprenant le même cheminement, hein, donc on a toujours nos 3,16 bars, donc ça c'est la pression partielle d'azote en respirant de l'air à 30 mètres. En appliquant le même principe, donc à 70 mètres, donc soit à une pression absolue de 8 bars, on trouve un mélange qui doit faire 39% maximal. D'accord ? Donc pour avoir la même pression partielle, le même équivalent narcotique que d'une plongée à 30 mètres, d'une plongée à 30 mètres pour une plongée à 70 mètres, il faudra qu'on ait au maximum 39% d'azote dans notre mélange. Donc ça, c'est des points sur lesquels je ne vais pas m'étendre, puisqu'on y reviendra de manière plus en détail. Enfin, c'est Fabien qui vous fera le cours sur la planification et le choix des mélanges respirés. Dernier volet de cette présentation sur les autres incidences physiologiques concerne le CO2. Donc le dernier finalement gaz qui constitue le mélange qu'on respire. Alors, le point important, c'est qu'il faut bien se rappeler que une pression excessive de CO2, et c'est la première cause de perte de connaissance sous l'eau. D'accord ? Ça, c'est des études qui ont été faites en 1980, des travaux qui ont été déclinés en 1980 de Thomas et Schilling, qui ont mis en évidence cette situation. Donc, il n'est pas à négliger. Ça, c'est un point important. On sait que, en tout cas, que les premiers symptômes apparaissent avec une pression partielle de CO2 de 0,03 bar, qui est 10 fois la situation normale. Aujourd'hui, hein, dans le mélange que l'on respire, dans l'air, on a une pression de 0,003 bar. Alors l'essoufflement, quelle en est l'origine hein, du CO2? L'essoufflement, ou en tout cas l'exercice physique, hein, l'oxygène consommé par nos cellules, le résidu, c'est la production de CO2. Un des résidus, c'est la production de CO2. Donc quand on va faire des efforts, et on voit bien tout l'emport de matériel qu'on peut avoir en plongée trimix, donc on peut se retrouver en situation d'essoufflement qui est significativement augmenté par la densité du mélange. Le point important également à considérer, c'est que le CO2, il favorise, donc j'ai indiqué la toxicité du CNS-CLOC. En fait, il y a une moindre tolérance à l'oxygène. Donc plus on est en situation de pression partielle de CO2 importante, moins on est tolérant vis-à-vis de l'oxygène. Quand on travaille à une profondeur de pression partielle d'oxygène élevée, donc quand on va considérer des pressions partielles proches de la limite hyperoxique, 1,3, 1,4 bar, on a un retard important de l'action du CO2 sur la respiration. Donc ça, c'est un point qui est important, qu'il faut bien savoir. C'est important quant aux déterminations de notre pression partielle d'oxygène qu'on va avoir au fond, celle du mélange fond, à la profondeur maxi, bien évidemment. Et c'est un point important aussi à considérer pour les recycleurs quand on a une inefficacité de la cartouche qui filtre le CO2. D'accord ? Puisqu'on peut avoir, s'agissant de ces situations,
des problématiques liées au CO2 où finalement on n'a pas de signe avant-coureur, contrairement à ce qu'on peut rencontrer en situation dans l'air de normoxie, où on commence à avoir des maux de tête, où on peut passer directement en syncope, puisque l'APP-O2 va retarder l'action des signes avant-coureurs. Dernier point, et non des moindres, s'agissant du CO2, n'oublions pas qu'il est à l'origine et qui favorise la formation de bulles circulantes, bien évidemment, d'accord, qui peuvent, si elles ne sont pas éliminées par le filtre pulmonaire, être à l'origine d'accidents de décompression. D'accord. Donc en situation hyperbarique, on se retrouve, et bien évidemment en phase de remontée, à une augmentation du CO2 sous forme libre dans le sang. D'accord. Les bulles qui sont elles-mêmes alimentées par l'ensemble des gaz inertes qui reviennent lors de la décompression. D'accord. Donc point important, situation de CO2 importante conduit à la création de bulles qui viennent elles-mêmes alimenter les bulles des gaz inertes, donc azote et hélium que nous respirons et qui doivent être aussi éliminés par le filtre pulmonaire. Voilà pour ces autres incidences physiologiques. Donc je rappelle rapidement en synthèse, la diurèse, l'oxygène, l'azote et le CO2. Voilà.